Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, c'est une affaire qui fait vraiment beaucoup parler ces derniers jours. Cela fait plus d'un mois, depuis exactement le 1er mars dernier, que des documents confidentiels, ou en tout cas hautement sensibles, issus des services du Pentagone, sont publiés sur les réseaux sociaux. L'affaire a été révélée par le New York Times vendredi 7 avril dernier. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve des rapports sur la situation en Ukraine, des calendriers de livraison d'armes, et puis surtout des comptes rendus d'espionnage, y compris sur des pays supposément alliés des États-Unis. Alors pour en parler ce matin, nous avons avec nous Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Éric Denessé, vous êtes donc spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Alors qu'est-ce qu'on a pu trouver dans ces documents et comment est-ce que ces documents ont pu se retrouver dans la nature exactement ? Alors, je crois que d'abord, il faut rappeler que ces documents sont dans la nature depuis quelques jours, parce qu'ils sont d'abord apparus sur des sites de jeux sur lesquels finalement personne ne s'est vraiment intéressé au début, avant qu'un journaliste ne les détecte et les rediffuse. Ce sont effectivement des documents qui semblent officiels, et la manière dont les autorités américaines d'ailleurs en ont parlé tendent à confirmer cela. Les informations qu'on y trouve, que vous précisiez, il n'y a pas bien sûr que l'Ukraine, il y a notamment des éléments sur la Corée du Sud qui ont énormément déplu à Séoul. D'ailleurs, les Coréens du Sud ont découvert à l'occasion de ce message qu'ils étaient écoutés par leurs alliés américains, mais aujourd'hui, plus rien ne nous surprend depuis que les Américains s'en sont pris aux Allemands, de toute façon, avec le pipeline Nord Stream 2. Voilà, donc il y a des tas d'informations. Il n'empêche que ce document a probablement été aussi modifié par différents hackers depuis qu'il a été diffusé. Donc tout ça est encore un petit peu trouble. Je pense qu'on en saura plus dans les jours qui viennent. Mais c'est de toute façon une fuite d'informations importante de la part du Pentagone, et ça met les États-Unis une nouvelle fois dans une position délicate autour de ce conflit ukrainien. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous dites, ça nous étonne plus beaucoup malheureusement des Américains, mais est-ce que c'est pas aussi presque, pour prendre un ton un peu plus cynique, presque normal finalement d'espionner, y compris ses alliés, quand on a aujourd'hui les enjeux stratégiques qu'on connaît. Les Américains le font, on le sait, en Europe, y compris depuis les affaires Snowden. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans cette affaire ? Non, sur la partie espionnage des alliés, il n'y a rien de nouveau. Et je dirais non seulement c'est normal d'espionner ses alliés, mais il faut le faire. Nous ne le faisons pas assez en France. Pourquoi ? Parce que si nous l'avions fait, par exemple, en 2003, avant l'invasion illégale de l'Irak par les Américains, nous aurions pu anticiper le fait que tous les Européens nous aient lâchés pour soutenir la position de Washington. Ça ne veut pas dire que quand on espionne des alliés, on fait nécessairement quelque chose après qui va être négatif contre eux. Maintenant, il faut aussi savoir que nous sommes dans des sociétés de plus en plus ouvertes, de plus en plus démocratiques, et qu'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte, y compris dans le monde du renseignement. Et c'est pas la première fois donc que ce genre de fuite se produit aux États-Unis. On a eu l'affaire Snowden, on a eu l'affaire bien sûr WikiLeaks, on a eu l'affaire de Bradley Manning derrière ça. Donc c'est un nouvel exemple finalement de cette maison de verre qui est plus transparente qu'il ne le souhaite qu'est celle du renseignement américain. Et alors sur la Corée du Sud, justement, vous disiez que ça a énormément déplu et que ça avait créé des tensions entre les deux pays. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé dans ces comptes rendus d'espionnage ? Écoutez, c'est pas tant les informations qui sont révélées qui posent un problème, parce que ce soit sur le conflit ukrainien, que ce soit sur les manifestations contre Benyamin Netanyahou en Israël, où les Américains considèrent que le Mossad a joué un rôle, ou que ce soit sur la Corée du Sud, il n'y a pas de scoop, entre guillemets, il n'y a pas de scoop pour ceux qui travaillent en permanence dans les services de renseignement ou sur les grandes questions internationales. Mais c'est toujours l'occasion, quand on découvre à travers un rapport de ce type que les Américains ont écouté des discussions entre les Coréens. Vous savez que la Corée du Sud refuse de livrer des armes aux belligérants. C'est un principe que Séoul tient à respecter. Or, l'interception qui a été réalisée d'une discussion entre deux Coréens, c'est de dire nous allons peut-être, les Américains font pression pour que nous livrions des armes. On ne peut pas livrer des armes à l'Ukraine, donc on va probablement livrer des armes aux Américains qui, eux, donneront leurs anciens stocks aux Ukrainiens, ou ça doit passer par la Pologne. Donc, en même temps, tout ça n'est pas un scoop, dans la mesure où on sait que beaucoup de pays procèdent de cette manière afin de ne pas apparaître comme co-belligérants, mais c'est la confirmation pour les Ukrainiens, pour les Sud-Coréens qu'ils sont écoutés. Donc c'est une occasion de protester diplomatiquement également.
Et pour revenir aussi sur la véracité de ces documents, alors effectivement ça a donné lieu à des réunions du Pentagone, mais la Russie a eu une réaction intéressante dans la nuit, enfin en tout cas hier. C'est le Sergueï Rabkov, le vice-président, le vice-ministre des Affaires étrangères russes, qui a expliqué que lui, finalement, il doutait un petit peu, en tout cas il pensait les Américains capables de faire aussi une sorte de faux coup médiatique pour induire Moscou en erreur. Est-ce que vous pensez aussi que c'est possible, ce genre de stratégie ? Alors d'abord, il faut rappeler aux auditeurs que dans ce monde du renseignement, tout est possible. Maintenant, il n'y a pas d'éléments de désinformation dans un texte comme ça. Et donc, ça semble difficile. On a même dit que les Américains avaient laissé eux-mêmes fuiter ce document pour préparer leur retrait d'Ukraine et annoncer finalement que c'est aux Européens d'essayer de continuer quelque chose. Tout ça, bien sûr, tout ça est possible, mais ça me semble peu probable parce que d'abord, les Américains peuvent procéder d'une autre façon et que s'ils veulent tromper Moscou, également, ils ont d'autres moyens d'agir. C'est bien sûr extrêmement désagréable aussi pour les Ukrainiens de découvrir des informations de leur principal allié et fournisseur d'armes et de munitions, mais de là à ce qu'il y ait une tromperie à travers cette action, en tout cas, si c'est le cas, ça ne peut être qu'un élément parmi une action d'ensemble plus large, parce que ce seul document ne permet pas de faire véritablement une tromperie. Effectivement, et donc ensuite, avant d'enchaîner sur un point sur l'Ukraine, une dernière actualité également, c'est celle la prise de parole d'Emmanuel Macron dans son avion à Taïwan, où il ne voulait pas suivre forcément à tout prix les Américains, notamment sur Taïwan. Est-ce qu'on peut y voir un lien entre les deux actualités, ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement deux faits qui ont lieu un petit peu par hasard ? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, c'est une déclaration très intéressante, et pour une fois qu'on peut être d'accord avec le président Macron, il faut le dire. Seulement, voilà, c'est une position totalement incohérente. On peut pas. C'est vraiment du en même temps. C'est-à-dire que il a une position de suivisme total sur l'Ukraine, même s'il a essayé à un moment donné, de manière très maladroite et très très peu crédible, parce que les Russes ne l'ont jamais pris au sérieux, d'avoir une position de négociation avec Moscou. Mais il n'a cessé de dire et de participer à toutes les sanctions. Donc, il est absolument dans le suivisme à 100% sur la question ukrainienne aux côtés des Américains. Et puis là, il fait un voyage à Taïwan et peut-être a-t-il été, entre guillemets, retourné par Xi Jinping au cours des discussions, et il tient une position totalement différente. Alors, c'est encore une fois, si on prend sa déclaration toute seule, elle est intéressante, elle correspond à la ligne classique de la politique étrangère de la France, seulement elle est totalement incohérente parce qu'elle nous met les Américains à dos alors même que nous essayons de passer pour leurs meilleurs alliés, et ça donne encore une fois une illustration de cacophonie, d'impréparation et de manque de cohérence totale dans cette politique étrangère du régime Macron. Effectivement, et ça nous ramène donc à cette situation en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Est-ce qu'on est en voie vers la résolution d'un conflit ? On a vu que le Canada avait encore annoncé 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 millions de munitions supplémentaires vont être envoyées en Ukraine. Ça a été annoncé par le Premier ministre Justin Trudeau. Donc effectivement, là-dessus, on est toujours sur la même configuration, à savoir la Russie qui résiste et qui laisse passer un peu l'orage, et les Occidentaux qui envoient une aide qui n'a pas l'air finalement très efficace. Oui, alors c'est de plus en plus difficile de lire ce conflit ukrainien. Je suis très dubitatif quand je vois certains de mes collègues avoir des analyses très précises, parce que d'abord les deux camps se mentent, et les deux camps mentent de manière systématique, et c'est normal, nous sommes en guerre, donc la vérité doit être protégée pour que l'adversaire ne sache pas ce que l'on fait. On se pose la question, est-ce que les Russes sont bloqués et ne peuvent plus avancer? Est-ce qu'ils jouent la montre? Mais vraiment, les deux hypothèses méritent d'être prises en considération. Côté ukrainien, c'est la même chose. On vous parle de plus de 800 000 hommes dans une armée ukrainienne, 15 à 19 brigades en préparation, mais à côté de ça, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas assez de chars, ils sont incapables de lancer une offensive coordonnée, ils semblent également à bout de souffle. Et puis, il y a les déclarations des Occidentaux et des Américains en premier lieu, où le Pentagone dit « nous ne pourrons pas livrer des armes », où les industriels disent « on va mettre 2 à 3 ans avant d'être capable de reproduire en quantité suffisante des missiles anti-chars ou anti-aériens pour les leur livrer ». Voilà, les chars d'assaut n'arriveront pas avant le début de l'été. Donc tout ça est extrêmement confus. Mais finalement, on retrouve ces mêmes contradictions aujourd'hui dans les deux camps. Donc il est de plus en plus difficile d'avoir une vision claire. Est-ce qu'ils dissimulent leur jeu, ou est-ce qu'effectivement on lit de manière tout à fait transparente le fait que les deux armées soient au bout de leurs possibilités, l'une face à l'autre? C'est la question que moi je me pose en ce moment. Et concernant les négociations de paix, alors là pour le coup, finalement là on est au point mort. On n'est pas près d'être sorti de ce conflit, on a l'impression.
Ah ben non, les Russes ont longtemps fait des propositions de paix, en tout cas au début du conflit, mais ils se sont toujours opposés à des fins de non-recevoir des Occidentaux. Et plus la situation se durcit, plus évidemment les Russes disent, écoutez, il n'est pas dans l'air du temps de reprendre ces négociations, mais force est de constater que le blocage vient davantage des Occidentaux que des Russes sur cette question-là. Et donc, sans doute, l'un des deux camps espère-t-il que l'autre va s'écrouler pour pouvoir négocier en position de force, mais là, on en revient à la difficulté de lecture du conflit militaire sur le terrain aujourd'hui. Oui, mais parce que effectivement, pendant que ce conflit dure, on a toujours ces problèmes de matières premières, d'inflation, et finalement, on voit que d'autres pays, la Turquie, l'Europe, sont très exposés à à cette situation, et pourtant, on a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose, en tout cas qu'ils peinent à imposer cette volonté de faire la paix sur la scène internationale. Oui, mais vous savez, c'est parce qu'il n'y a justement pas que le conflit militaire que les Américains n'avaient pas prévu cette bonne tenue de l'économie russe, ces alliances que Moscou est en train de passer avec la Chine, enfin, a commencé à passer avec la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les BRICS. Ils n'avaient pas prévu le rôle qu'a joué la Chine dans le récent rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, il y a à la fois un nouveau système international qui est en train de se mettre en place, il y a presque un système économique de substitution qui est en train de se développer. L'économie russe a su, elle aussi, se redévelopper, non seulement depuis 2021, mais depuis les sanctions. Voilà, on voit parmi les pays européens et occidentaux des pays qui tirent très bien leur épingle du jeu. Les Américains, malgré tout, sur le pétrole et le gaz de schiste, font de très belles affaires. Les Norvégiens aussi, qui ont participé aux côtés des Américains au sabotage du pipeline Nord Stream 2, vendent de plus en plus de gaz à l'Europe et ont augmenté leur chiffre d'affaires dans des proportions tout à fait significatives. Donc, il y a des pays qui profitent de cette situation et puis ceux qui n'en profitent pas, on va dire, c'est la grande Europe continentale. Voilà, la Turquie, elle aussi, arrive à faire un certain nombre de choses, mais avec des difficultés. C'est aussi pour ça que le conflit dure. Effectivement, évidemment dans cette constitution d'un nouveau système international, la visite de Lula en Chine récemment, qui va durer 4 jours, et avec laquelle on parle d'une monnaie commune qui pourra émerger entre le Brésil, la Russie et la Chine. On suivra ça évidemment sur Ligne Droite. Une dernière question, Éric Denessé, je voudrais terminer avec cette vidéo de décapitation d'un soldat ukrainien par des soldats russes qui circulent en ce moment et dont beaucoup ont fait part de leur indignation. Là encore, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que cette vidéo est authentifiée? Si c'est le cas, quelles conséquences ça peut entraîner? Voilà, on est dans une guerre effectivement où tous les coups semblent permis et où l'horreur règne encore, quoi. Oui, alors c'est terrible à dire, surtout pour les jeunes générations qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que la guerre. Les atrocités font partie intégrante de la guerre, que ça nous plaise ou non. Et quelles que soient les armées engagées, il y a toujours, y compris dans les armées occidentales, des individus parfois incontrôlables, même s'ils sont dans un système hiérarchique qui échappe. Alors, on a vu des tas d'images de violences, des scènes insoutenables des deux côtés. Je crois je ne sais pas si elles sont toutes vraies, parce qu'on ne peut pas tout vérifier, mais je crois qu'il faut accepter et reconnaître que chacun des deux camps doit commettre, en tout cas des hommes de chacun des deux camps doivent commettre des actes de cette nature. Est-ce que celle-ci est identifiée? C'est très difficile à dire. Bien sûr, les Russes l'ont nié, mais je rappelle que sur un certain nombre d'affaires qui semblent authentifiées, dès 2014, il y avait un rapport extrêmement sérieux et documenté d'Amnesty International qui décrivait comment des éléments du bataillon Haïdar, qui est un bataillon néo-nazi ukrainien financé par Kolomoïski, qui est le mentor de Zelensky, qui expliquait comment ce bataillon Haïdar avait fait des égorgements dans le Donbass qui étaient dignes de l'État islamique. Et pour ceux qui veulent le chercher, on retrouve ce rapport sur Internet. Donc, c'est probablement ce rapport d'Amnesty International décrivait des situations de ce type côté ukrainien. Il est malheureusement probable que les Russes fassent la même chose. Il faut aussi rappeler que dans les deux camps, vous avez non seulement des militaires russes et ukrainiens de part et d'autre, mais vous avez des mercenaires, vous avez des Tchétchènes, vous avez des Tatars, vous avez des gens dont pour lesquels les pratiques d'égorgement font partie de l'art de la guerre. Donc, les deux camps le font, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de dire c'est les Russes systématiquement et de blanchir les Ukrainiens par rapport à ce genre de choses. Ça peut être un montage, mais ça peut être aussi une réalité. Effectivement, on avait vu aussi également des membres du bataillon Azov tremper leurs balles dans de la graisse de porc quand ils allaient affronter les soldats tchétchènes musulmans. Merci en tout cas beaucoup Éric Denessé pour ces informations. On suit ça évidemment avec attention. On rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement et directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci beaucoup Éric Denessé.